Voilà, bonjour à tous. Donc, ma présentation va se diviser en 5 points. D'abord, replanter le décor de Liège. Et je vois que la mise en page saute déjà, ça m'inquiète un petit peu. On verra. Donc, planter le décor, parler des principes directeurs du service, de ses missions, des contacts qu'on peut avoir avec le citoyen, et enfin un petit témoignage personnel, puisque ça fait un peu plus de 2 ans que je travaille à la ville de Liège, et ça fera bientôt 2 ans que je suis en charge du service dans le cadre d'un remplacement de mon collègue Thomas Alford, qui est parti en pause carrière, et qui va revenir. Donc, Liège, c'est une commune de 6 939 hectares pour 200 000 habitants. On y dénombre 90 hectares de bois soumis au régime forestier, c'est-à-dire gérés par le service public de Wallonie. Nous avons également 100 hectares de bois gérés en interne. Donc ces bois se trouvent en fait en zone d'habitat ou en zone de parc au plan de secteur. Et alors, nous avons répertorié dans les rues, dans les parcs, dans les allées, dans les cimetières, dans les écoles, 22 000 arbres. Ces 22 000 arbres sont cartographiés. Il y en a sans doute plus. On les a pas encore. Il y en a qui sont bien cachés au fond de certains lotissements. Parmi ces 22 000 arbres, on a un inventaire plus précis de 12 000 d'entre eux. Tous ces arbres sont gérés par une équipe d'élagueurs grimpeurs qui travaillent à la ville de Liège. Ils sont 13. Nous sommes évidemment complétés pour certaines voiries par des équipes externes via marché public. Alors, quels sont nos principes directeurs? Il y a la gestion durable. Chaque arbre abattu va être compensé par au moins la plantation d'un arbre. On en a beaucoup parlé ces 2 derniers jours. Nous avons des changements climatiques globaux, ce qui fait que nous devons adapter les nouvelles essences qui seront plantées. On ne peut plus planter certaines essences qui seront moins résistantes aux températures élevées auxquelles nous devrons faire face. Nous sommes aussi en train de lancer les prémices d'un plan canopé afin d'augmenter cet indice de canopée sur le territoire communal et notamment de lutter contre les îlots de chaleur urbains. Alors, d'un point de vue écologique, que pouvons-nous faire? Dans nos bois, on essaye de laisser les arbres morts sur pied autant que possible. Lorsqu'ils sont à proximité de chemins d'accès, nous allons les coucher, mais les laisser se dégrader sur place. Dans les parcs, ici vous voyez un exemple au parc de la Citadelle, on essaye de faire ça de manière pédagogique. Donc on va faire un chronoxyle avec une petite plaque qui explique pourquoi on laisse cet arbre mort sur place, c'est-à-dire pourquoi on le laisse comme support de la biodiversité, pour que chacun sache qu'un arbre mort, c'est aussi un substrat à tout un cortège saproxylique, le cortège des décomposeurs du bois. Alors, Liège est également une commune Maya, ça veut dire que nous sommes passés en zéro phyto en 2011, que nous favorisons la plantation d'espèces mellifères. Nous avons également ratifié la charte Alterias pour alternative, j'essaie de le dire avec un accent anglais, Alternative to Invasive Alien Species. Donc, il y a une liste de surveillance et une liste noire d'essences à ne pas propager sur le territoire. Du point de vue de la taille, nous pratiquons la taille douce, c'est-à-dire pas d'étêtage, pas de ravalement, pas de rapprochement. Nous faisons une taille raisonnée, c'est-à-dire que cette taille est adaptée par les élagueurs en fonction de l'essence et en fonction du stade de développement de l'arbre. Évidemment, comme nous sommes en milieu urbain, nous devons également nous adapter à certaines contraintes. Ici, vous le voyez, la proximité du bâti, ou encore le réseau électrique, ou enfin tout ce qui est signalisation routière, qui n'apparaîtra pas. Donc, je vous ai fait une belle petite photo d'un arbre juste devant un feu rouge, à proximité d'une école. Ce sont des cas où on doit intervenir rapidement. On ne peut pas jouer avec la sécurité des automobilistes et des personnes. Alors, d'un point de vue extensif, nous essayons de réduire au maximum les tailles annuelles. Et là où c'était possible, des arbres conduits en tête de chat ont été reformés. Donc ici, vous voyez un alignement de platanes avec une photo prise sur Google Street View de 2009. Voici ce que ça donne en 2019. Peut-être que vous trouvez qu'il n'y a pas assez de changements, mais pour reprendre des paroles de chansons, pour faire un arbre, mon Dieu que c'est long. Ça, c'est pour la partie alignement. En ce qui concerne
les arbres, et je prends mon petit copion, voilà, il me semblait que j'avais oublié quelque chose. Évidemment, quand on parle de gestion extensive, dans nos bois, ce sont bien les fonctions touristiques et écologiques qui prédominent et pas du tout le rôle économique que pourrait avoir une forêt. Je passe maintenant aux missions du service. Donc, il y a une bonne quinzaine d'années, on vient de le dire, nous sommes passés d'une politique d'intervention au cas par cas, un problème, une solution, à une politique de gestion dans le long terme, durable. Pour ce faire, il y a dû avoir un inventaire de tout le patrimoine. Les arbres ont été regroupés par unités homogènes et ces unités d'intervention ont été intégrées dans un plan de gestion décennal. Donc chaque année, une partie de ces arbres est entretenue, que ce soit par des tailles de formation, d'éclaircissage, de renouvellement ou d'accompagnement. Évidemment, nous avons également quelques abattages. L'arbre est un être vivant, ça veut dire que de temps en temps, il meurt. Qui dit abattage dit replantation. Donc, ces plantations doivent tenir compte des exigences de l'arbre, que ce soit en matière de lumière, d'ensoleillement, de qualité de sol ou d'apport en eau. Mais également, nous tenons compte des contraintes liées aux activités humaines. Donc, que ce soit le tassement au niveau des sols, que ce soit le réseau électrique aérien, les impétrants dans le sous-sol ou encore l'exposition aux sels de déneigement. Donc, dans ce cas-ci, vous avez un alignement en berme centrale. Ça veut dire qu'il est recouvert de sel 2 fois plus que les autres, dans un sens de passage de l'épandeuse et dans son sens retour. Donc, on doit tenir compte de ces contraintes-là lorsqu'on choisit un arbre, pour ne pas qu'il soit pris comme un mobilier urbain qu'on peut changer dans 3, 4, 5, 10 ans, 15 ans. Alors, une fois que nos arbres sont plantés, et là c'est une partie de ma photo qui est abîmée, donc normalement vous voyez un élagueur grimpeur qui a un grand tuyau d'arrosage en main et qui est en train d'arroser un jeune arbre planté récemment. Donc, une fois qu'on a planté les arbres, il faut s'assurer de leur bonne reprise. Donc, nous les arrosons. Ces 2 dernières années, on a dû augmenter la fréquence d'arrosage en raison des sécheresses qui sévissent en Belgique et des épisodes caniculaires qui accompagnent nos étés très chauds. Autre forme de soins aux arbres, Gaëtan en a parlé tout à l'heure, nous essayons de revitaliser les arbres dépérissants ou qui ont subi certains traumatismes en mettant du BRF sous leur couronne. Voici un deuxième exemple. Alors, nous luttons également avec les moyens du bord contre les ravageurs, ici le castor. Donc, vous voyez que nos moyens de lutte en espace public sont assez limités et leur efficacité n'est pas toujours là. Donc, on ne le voit pas, mais cet arbre, en fait, avait été recouvert d'une résine quartzeuse qui est censée faire un effet tartine tombée sur la plage. Et donc, les grains de quartz qui sont répartis sur le tronc devrait normalement décourager le castor d'attaque, mais à un moment donné, l'appel de la nourriture est plus fort que la sensation désagréable qu'il pourrait avoir sous la dent. Donc, nous avons également des pièges à phéromones pour la mineuse du marronnier. Et alors, certains autres pathogènes, eux, sont surveillés de près. Donc, nous faisons face à la Pseudomonas syringae sur les marronniers. Nous avons également la Massaria sur les platanes, des apparitions de suie de l'érable cette année-ci. Donc, tout ce que je viens de vous montrer en gestion annuelle représente grosso modo la moitié du temps de travail de l'équipe des élagueurs grimpeurs. L'autre moitié consiste à intervenir sur toutes les demandes citoyennes et ou internes à l'administration. Donc, ces demandes sont centralisées. Nous les analysons, nous allons sur place, nous voyons s'il y a lieu ou pas de mener des actions. Et s'il y a lieu, nous priorisons ces actions. Et nous envoyons une réponse au demandeur pour qu'il soit tenu informé de la suite qui sera faite à sa demande. Alors, nous avons également une fonction d'inventaire et diagnostic, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Nous avons 22 000 arbres répertoriés. Donc, une fois que nous sommes sûrs qu'un alignement nouvellement planté a bien redémarré, on le cartographie, on fait un petit inventaire très simple, général, juste pour le rentrer dans la machine. Une fois que c'est fait, on prend le temps de faire un inventaire plus détaillé. Donc, c'est le VTA, Visual Tree Assessment, donc évaluation visuelle de l'arbre. On va regarder toutes ces caractéristiques au niveau des racines, au niveau du collet, au niveau du tronc et au niveau de la charpente. Dans les cas où c'est nécessaire, on fait une analyse plus poussée via des tests de traction qui vont pouvoir nous donner des indications sur la résistance du tronc à la flexion ou sur la capacité, toujours en place ou non, d'ancrage des racines.
Alors sur celle-ci, vous voyez le résultat d'une tomographie, une tomographie acoustique. Ce test-là va nous permettre de nous rendre compte de l'ampleur éventuelle d'une carie dans le tronc. Alors en plus des inventaires et diagnostics, nous sommes aussi conseils techniques. Conseils techniques avis techniques remis par rapport à tout ce qui est permis d'urbanisme. Donc tous les permis qui impliquent un abattage d'arbres sont censés passer par notre service et nous émettons éventuellement des recommandations. Donc cet avis peut être favorable, défavorable ou favorable conditionnel. La plupart du temps, lorsqu'il y a une condition, c'est une plantation de compensation si nous avons autorisé l'abattage. Nous donnons également des conseils à nos collègues des aménagements des espaces verts. Nous donnons également des recommandations pour que nos arbres soient protégés lorsqu'il y a des travaux à proximité des arbres publics. Et dans certains cas, nous sommes appelés par le service de sécurité et de salubrité publique qui nous demande, dans des situations d'urgence, de statuer sur l'arbre. Par exemple, il vient de perdre une grosse branche sur la voirie. Est-ce que cet arbre risque de perdre d'autres branches de manière imminente? Il y a eu beaucoup de grands vents. Est-ce qu'on a un soulèvement du plateau racinaire? Est-ce que cet arbre risque de tomber? Et là, nous devons intervenir dans l'urgence, en collaboration, souvent aussi avec le service de police ou le service des pompiers. Alors, le contact citoyen, c'est la partie un peu délicate. Plusieurs en ont déjà touché un mot ces 2 jours-ci. Donc, on se rend compte que l'arbre est très présent dans l'inconscient collectif, que c'est un sujet de plus en plus sensible, et une partie de la population s'exprime à ce sujet, et on ressent une demande. Donc, normalement, là, à gauche de la balance, vous voyez un groupe de la population. Et donc, cette frange-là de la population veut intégrer les décisions prises aux arbres et aimerait bien, on ressent, cette demande de participation. Nous, ce que nous devons faire, j'ai mis une balance, j'aurais pu mettre quelqu'un en train de jongler, on doit pouvoir trouver un équilibre là-dedans entre les demandes des citoyens et en même temps les délais et les risques que représentent les arbres, notamment dans le cas d'abattage. On doit pouvoir jongler avec tout ça, rendre tout le monde d'accord, c'est pas toujours évident, concilier les avis, faire comprendre les choix administratifs et donc communiquer énormément sur nos décisions. Donc là, je vous ai parlé des personnes qui se sentent concernées par les arbres, qui veulent éventuellement les garder à tout prix. On a une autre partie de la population, elle, qui va plutôt nous transmettre ses doléances. Parce qu'un arbre, Cédric l'a dit tout à l'heure, ça perd ses feuilles, ça bouche les corniches, on doit ratisser notre jardin. L'arbre a grandi et le houppier est venu gâcher la belle vue que j'avais sur toute la vallée Mosane. Qu'est-ce qu'on a encore comme autre remarque ? Oui, je pense que c'est déjà pas mal. Mais donc, dans tous les cas, quelle que soit l'action qu'on mène, nous avons des rouspétances. Qu'on plante un arbre qui va faire des feuilles, du pollen, etc., ou qu'on l'abatte, il y a toujours une partie de la population qui s'exprime. Et ce qui est dommage, c'est que souvent, la partie de la population qui s'exprime, c'est celle qui n'est pas contente. Voilà. Alors, un autre cas de demande et d'inquiétude, c'est suite aux tempêtes. Suite aux tempêtes, on voit que les demandes d'intervention sont plus ou moins décuplées. Les gens ont peur, en fait. Et donc, ils se rendent compte que l'arbre devant chez eux, il penche, et ils ont l'impression que c'est à cause de la tempête qu'il penche et qu'il va tomber chez eux. Alors qu'en fait, ça fait 20 ans que cet arbre est dans cet état-là. Et donc, on a également des demandes de ce type-ci. Hop, voilà. Donc ici, on est sur un grand alignement avec des arbres dont le houppier est à plus de 3 mètres des façades, mais les personnes qui habitent dans le bâtiment juste en face ont eu très peur pendant les tempêtes et ont l'impression que les branches viennent cogner contre les façades et qu'elles pourraient éventuellement briser les vitres. Donc nous, on est appelés là-dedans, on vient sur place, on analyse et puis comme je vous le disais, on décide si on agit ou pas et quelle priorité on donne à ces interventions. Donc pour tout ce qui est contact avec les citoyens, en fait, l'important, c'est de communiquer, et de communiquer à tous les niveaux, pas uniquement à l'administration. Il faut communiquer sur toutes les connaissances relatives aux arbres, que les personnes se rendent compte qu'un arbre, c'est un être vivant, que ses racines, elles ne sont pas juste un objet de décoration ou un élément qui nous embête parce qu'il soulève les dalles de pavés sur les trottoirs. Il faut qu'ils se rendent compte que les pratiques aussi ont évolué. Et donc, quand sur une certaine intervention, des gens viennent nous féliciter et que d'autres viennent rouspéter, on ne sait plus trop... Voilà, il faut concilier la chèvre et le chou. Et donc, moi, ce que je souhaiterais pour nos populations, c'est qu'elles soient plus éveillées
à l'arbre, qu'elles soient plus éveillées aux bonnes pratiques, aux pratiques de préservation de l'environnement, et donc qu'elles aient un bagage qui permette de mieux comprendre les décisions des administratifs. Alors, au point de vue de mon petit témoignage, donc je suis arrivée il y a plus de 2 ans, et donc il y a eu tout un passage de transmission. Pendant 2-3 mois, j'ai travaillé en même temps que Thomas, qui m'a appris des connaissances spécifiques à la foresterie urbaine, parce que malgré tout, c'est pas très courant. C'est pas ça qu'on nous apprend à l'université en termes de gestion des bois, etc. On n'est plus du tout dans la forêt rendement, on est dans la forêt écologique touristique, et un arbre mûr qu'un agent du DNF va trouver bien mature et à abattre, nous on va tout faire pour le garder parce qu'on trouve qu'il a un rôle esthétique, social, etc. Donc c'est une autre approche. Donc il y a ce transfert de connaissances, il y a le transfert des dossiers, évidemment, tout l'historique suivant les quartiers, les arbres, etc. De la ville, le transfert des missions et l'apprentissage de certains outils. On parlait de tests de traction, de tomographie, c'est aussi des outils que malheureusement nous n'avons pas eu la chance d'utiliser lors de nos formations. Alors, un autre changement qui a été très fort pour moi, c'était de passer du milieu privé au milieu administratif. Et donc on se retrouve catapulté dans un univers énorme, avec beaucoup de structures. Et donc on a l'administration communale, on a le département, on a les directions, les services, etc. Donc il m'a fallu un petit temps pour trouver ma place. Ensuite, le respect des procédures. Tout est très cadenassé. Il y a une procédure pour beaucoup de choses, ne serait-ce que commander un bic. Et alors, toute la partie hiérarchie. Donc, il n'y a rien à faire, il y a une ligne hiérarchique à respecter. Et donc, il faut apprendre à jongler avec les sensibilités de chacun, ceux qui tiennent absolument à ce que les choses soient faites dans un certain ordre ou pas. Et donc, trouver sa place et son mode de fonctionnement dans tout ce milieu très hiérarchisé que j'aurais presque envie de comparer à l'armée, en fait, quand je vois ça. C'était mes premières impressions à l'époque. Malgré tout, ce poste est très divers et varié. On n'a pas le temps de s'ennuyer, on n'a pas le temps de se reposer non plus. Et on passe son temps à jongler entre la gestion humaine, la gestion financière, la transmission des dossiers, apprendre de nouvelles connaissances, trouver des solutions face à un nouveau problème. Et donc, comme dirait mon collègue, on a toujours une casserole sur le feu, il faut faire attention à ce qu'elle ne brûle pas.